France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Alors en cette semaine de débats géopolitiques et existentiels très virulents au Parlement européen suite au discours de Viktor Orban, nous sommes en compagnie d'un grand Européen et d'un diplomate de choc, Pierre Vimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui chercheur associé à la Fondation Carnegie Europe, mais vous avez, je le rappelle, occupé le poste de représentant permanent de la France à Bruxelles, puis de directeur de cabinet de divers ministres des Affaires étrangères, dont Dominique de Villepin et Michel Barnier, qui n'est pas un inconnu. Ensuite, ambassadeur aux États-Unis de 2007 à 2010. Vous avez mis en place aussi à Bruxelles le service européen pour l'action extérieure, le vivier des ambassadeurs de l'UE pendant 5 ans. Entre autres missions, bien sûr, sans compter celle d'envoyé spécial dans les régions les plus complexes que vous abordez avec un flegme imperturbable qui fait votre réputation, Pierre Vimont, observateur de près de la bulle bruxelloise. Dans quel état vous trouvez notre Europe en pleine transition institutionnelle avec l'installation délicate, j'ai envie de dire, de la Commission von der Leyen II? Installation délicate de la Commission, installation délicate du Parlement européen aussi après les élections européennes, parce que c'est un Parlement qui reste dominé, je dirais, par les groupes modérés à la fois à droite et à gauche, mais avec quand même une progression importante de l'extrême droite. Et quant à la commission d'Ursula von der Leyen, ce qui est intéressant aussi, c'est que là encore, on voit une nette domination politique des démocrates chrétiens, mais aussi une évolution intéressante où l'on voit les représentants de l'Europe orientale et centrale occuper des postes importants. Le commissaire au budget, et Dieu sait si le budget est important, est un Polonais, très bon connaisseur des questions européennes, Piotr Serafin. La haute représentante pour la politique étrangère et la sécurité est l'ancienne première ministre d'Estonie. Le nouveau commissaire à la défense, parce qu'il n'y avait pas de commissaire à la défense jusqu'à maintenant, est l'ancien premier ministre de Lituanie. Tous deux très d'ailleurs pro-Ukraine et très défenseurs de l'Ukraine. Absolument. Et donc c'est une commission européenne avec un visage assez nouveau où de surcroît, Madame von der Leyen a souhaité que les commissaires qui restent, donc ceux qui ont un peu d'expérience, ne soient plus les vice-présidents, je dirais les chefs de file, mais placés à des endroits assez stratégiques. Oui, parce qu'elle en a reconduit à peine 7 sur 27. C'est une commission très jeune, très peu expérimentée, dont fait partie d'ailleurs le Français Stéphane Séjourné. Certains commissaires risquent d'être particulièrement chahutés lors des auditions devant le Parlement européen. On pense à l'Italien Raffaele Fitto, qui a hérité d'une vice-présidence, alors qu'il est proche de Meloni, de la droite radicale donc italienne. L'entrée de cette droite radicale dans la bergerie, ça vous choque ? Oui et non, parce qu'il faudra voir, vous savez, une fois que ces individualités occupent des postes de responsabilité, ils sont obligés de tenir compte des réalités. Moi, ce que je veux juste voir dans cette promotion de M. Fitto, c'est qu'il y a eu en juillet peut-être une erreur de tactique commise à l'égard de Mme Meloni, qui a été laissée à l'écart des différentes discussions qui avaient lieu entre chefs d'État et de gouvernement sur la répartition des postes. Or, Mme Meloni, c'est une dirigeante qui a beaucoup soutenu Ursula von der Leyen, donc il y avait besoin entre les deux de refaire leur amitié en quelque sorte et de nourrir à nouveau cette amitié. Je pense que ce poste important confié à M. Fitto est la conséquence de cette volonté de Mme von der Leyen. De compensation en quelque sorte. Alors vous connaissez bien Michel Barnier, je le rappelais, pour avoir été son directeur de cabinet au Quai d'Orsay, et il a pour mission de sortir la France de plus de 110% de PIB d'endettement, 6% de déficit, le ramener à 5%, c'est ce qu'il souhaite.
Il va faire des miracles ou alors on annonce une cure d'austérité la plus drastique jamais entamée en France? Je ne crois pas que ce soit une cure d'austérité. Si vous voulez parler de cure d'austérité, regardez ce qui s'est passé dans un pays comme la Grèce après la crise financière de 2008. Ça, c'était de l'austérité. Non, là, c'est la nécessité pour la France d'être enfin sérieuse et de revenir dans les clous de Maastricht. 3% de déficit public. Nous n'avons pas été capables de le faire depuis des dizaines d'années, alors que chaque fois que l'un de nos partenaires européens se retrouvait dans cette difficulté, on lui demandait immédiatement de faire le nécessaire, et ces pays le faisaient très rapidement. Donc il est temps pour la France de revenir à un peu de rigueur. Bien sûr, ce n'est pas facile. Pour peser, vous le dites aussi dans le concert européen, parce que tant qu'on est endetté, on est mal vu, on rase les murs. Absolument, quand vous êtes dans une situation de difficulté financière, et même plus généralement de difficultés économiques, les autres pays membres ne vous regardent plus tout à fait de la même manière. Et le fait que le gouvernement de Michel Barnier n'a pas de majorité absolue fait que, bien évidemment, ça ne passe pas inaperçu à Bruxelles et que donc on considère que la France est plutôt en situation affaiblie. Et d'ailleurs, c'est important de voir qu'il en est de même aussi pour l'Allemagne et pour la coalition allemande. Et donc ce tandem franco-allemand, qui a toujours été un peu le moteur de l'Europe, est dans une situation difficile. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On voit qu'à ce moment-là, d'autres États membres prennent un peu le relais et deviennent un peu ceux qui mènent le jeu. Ce sont des pays qui souvent hésitent à prendre le leadership. Au fond, on a reproché beaucoup de choses à la France, mais tous nos partenaires reconnaissaient que la France est le pays qui souvent lance des idées, prend des initiatives. On l'a vu avec Emmanuel Macron depuis son élection en 2017 et son discours à la Sorbonne. L'affaiblissement de la France n'est pas forcément une bonne chose pour l'Europe. Alors, après plusieurs reports, Viktor Orban est venu à Strasbourg le mercredi 9 octobre pour défendre sa présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, débutée en juillet par des provocations, car il s'était rendu à Kiev, certes, mais aussi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et en Chine pour voir Xi Jinping. Et du coup, il a été qualifié de cheval de Troie de Poutine dans cet hémicycle, vivement critiqué, alors que lui se présente comme un homme en mission de paix. Qu'est-ce qui est vrai? Il faut, comme toujours avec Orban, faire la part de la provocation. Il estime qu'il dit haut et fort des choses que beaucoup d'autres dirigeants européens pensent, mais n'osent pas dire. Donc il faut faire la part des choses chez Orban. Ce qui est vrai chez Orban, c'est que depuis longtemps, il appelle ses partenaires européens à avoir entre eux une vraie discussion sur l'Ukraine et sur l'objectif final qu'on souhaite atteindre, au-delà de l'idée d'une victoire de l'Ukraine contre la Russie, mais dont tout le monde voit bien qu'actuellement sur le terrain, c'est devenu beaucoup plus difficile et qu'on est dans une situation, on appelle ça la guerre d'attrition, mais la vérité, c'est qu'on est un peu dans une impasse où aucun des deux belligérants n'arrive à prendre vraiment l'avantage. D'où toutes ces rumeurs qui commencent à circuler sur la nécessité peut-être d'envisager à un moment donné des négociations. Je note que Volodymyr Zelensky, actuellement dans sa tournée, dit qu'il ne veut pas de cessez-le-feu, mais qu'il veut en revanche placer l'Ukraine dans la meilleure position possible pour négocier. Donc lui-même reconnaît qu'à un moment donné, il va peut-être falloir négocier. Alors dans ce cadre-là, les initiatives, à mon avis, un peu maladroites d'Orban, ces visites à Poutine... maladroite ou inutile? Maladroite, je dirais, maladroite, parce qu'il est le président du Conseil européen et donc il a une responsabilité particulière et il doit consulter les autres dirigeants de l'Union européenne avant de faire quelque chose de prendre une initiative de ce genre. Mais son idée de dire il faut peut-être commencer en tant qu'Européens à penser à nos intérêts et à essayer de voir comment on peut faire avancer les choses en soi n'est pas forcément une mauvaise idée. Ça, c'est le diplomate qui parle. Alors, on a vu aussi Ursula von der Leyen dans cet hémicycle remonter à bloc sur le thème « Le gouvernement hongrois invite des ressortissants russes dans l'Union européenne sans contrôle de sécurité, avec des visas de jusqu'à 2 ans et permet même à la police chinoise d'intervenir sur son territoire.
l'ingérence étrangère via la Hongrie est à prendre au sérieux? Mais elle a raison, et c'est là où, à mon avis, contrairement à ce que je disais avant, où on ferait peut-être mieux d'écouter de temps en temps un peu Orban et d'essayer de lui manifester un peu de respect et d'écoute, en revanche, je trouve qu'on doit faire preuve d'une très très grande fermeté quand Orban ignore les règles européennes, fait du chantage, bloque pratiquement toutes les décisions actuellement d'aide à l'Ukraine, bloque tous les projets de déclaration qu'on essaie d'adopter en politique étrangère sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient. Là, il me semble qu'au contraire, on devrait faire preuve d'une très grande fermeté en lui faisant valoir qu'il contrevient à ce principe qui est dans le traité de Lisbonne, qui est le principe de loyauté. Chaque État membre doit faire preuve de loyauté à l'égard des autres. Et Orban ne fait pas preuve de loyauté. Et donc là, il faut être très très ferme. Et à certains égards, je trouve, passer outre. On a le moyen de le faire. Et on devrait être en mesure de le marginaliser quand il le faut. Alors, dans l'hémicycle aussi, Pierre Vimont, Viktor Orban a stigmatisé les migrants. S'ils entrent sur le territoire, on n'arrivera pas à les expulser. L'immigration irrégulière entraîne une montée des agressions, de l'antisémitisme, de la violence contre les femmes, de l'homophobie. Commentaire. Commentaire. Sur l'immigration, il faudrait arrêter ces échanges à coups d'idéologie de la part des uns et des autres. Il va y avoir dans les prochains jours un Conseil européen, la semaine prochaine, où ils vont parler d'immigration. L'immigration, il faut en parler de manière sérieuse. Il faut arrêter de lancer comme ça des idées, refaire les hubs ou les hotspots, comme on disait il y a quelques années, qui n'ont pas marché. Je trouve qu'une des bonnes manières d'avancer, c'est de partir de l'expérience de certains États membres qui ont été plutôt des réussites. Je donne un exemple, l'Espagne. L'Espagne, on n'en parle jamais, mais à travers son dialogue avec les pays africains, depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant, elle a mis au point une politique d'émigration. Ça n'a pas toujours été un succès, mais ça marche quand même plutôt pas mal. Et surtout, il me semble qu'en Espagne, on évite ces débats un peu énervés, irrités, où on se lance des invectives à la tête des uns des autres, et où au contraire, on essaye de manière très concrète de faire avancer les choses. Ce n'est pas parfait, mais il me semble que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait prendre le dossier de l'immigration à 27. Parce que je rappelle aussi que vous aviez été envoyé personnel du président du Conseil pour préparer justement un sommet UE-Afrique. La vraie solution, on le sait tous, c'est d'éviter que tous ces malheureux immigrés qui se jettent dans la Méditerranée pour essayer de venir vers les côtes européennes, mieux vaudrait les arrêter à temps, les arrêter avant. Alors, soit dans leur pays d'origine, bien sûr, soit dans les pays de transit. Et au fond, c'est ce qu'on a fait avec la Turquie en 2016, avec cet accord où on a demandé aux Turcs d'empêcher les immigrés de venir vers l'Europe. C'est ce qu'on fait actuellement avec la Tunisie ou avec l'Égypte. Mais il faut aller au-delà et s'attaquer à la source des problèmes. Et donc aller vers les pays d'origine, en Afrique, dans le Sahel et dans d'autres pays encore, pour voir avec eux comment on pouvait les aider à régler leurs problèmes de fond. Or, comme on ne parle maintenant avec les pays africains que d'immigration, ils ne sont pas dupes. Pierre Vimont, vous étiez ambassadeur aux États-Unis. Ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique peut changer la donne en Europe. La présidentielle du 5 novembre est très disputée entre Kamala Harris et un certain Donald Trump qui affirme qu'il mettra tout de suite fin à la guerre en Ukraine en un jour. Alors, sur l'Ukraine, Trump, mais c'est dans sa nature, reste toujours très vague et ne dit rien. Mais il faut écouter son colistier, le candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, qui lui a dit des choses beaucoup plus précises, c'est-à-dire qu'il faudrait accepter plus ou moins la situation actuelle, geler la situation actuelle, donc reconnaître que la Russie occupe une partie du territoire ukrainien et considérer que cet acquis territorial doit être accepté, qu'il ne faut pas accepter que l'Ukraine entre dans l'OTAN, qu'il faut envisager éventuellement une forme de neutralité, que d'ailleurs il ne faut plus élargir l'OTAN à aucun pays européen, etc., etc. Donc on voit bien qu'en effet, ce sont des positions qui ne sont pas du tout celles des pays européens.
Et le vrai problème, c'est que l'Europe devrait réfléchir, les 27 devraient réfléchir ensemble à quelles seraient leurs options, à quelle position ils devraient adopter dans l'hypothèse d'une élection de Trump et d'un retour de Trump à la Maison-Blanche. Alors, on termine, Pierre Vimont, puisque vous avez été, je le rappelle, envoyé spécial de l'initiative française pour une conférence de paix au Moyen-Orient en 2016. On termine évidemment par un sujet très important où l'Union européenne est parfois inaudible. Un an après le 7 octobre, l'UE a-t-elle fait de son mieux ou a-t-elle fait des erreurs dans le tragique conflit Israël-Hamas? Ce qui frappe beaucoup aujourd'hui, quand on regarde cette situation, c'est au fond un peu l'impuissance de l'Europe et le fait qu'elle n'a plus de voix vraiment dans cette région. Peu à peu, après le printemps arabe, vous vous souvenez, 2011, etc., où l'Europe était assez active en Égypte, en Libye, en Syrie, peu à peu, elle a disparu de la scène du Moyen-Orient. Ce qui me frappe, c'est que c'est une évolution qui court depuis maintenant une dizaine d'années. Pourquoi? C'est toute la question. C'est comment est-ce que cette Europe stratégique qu'on appelle de nos voeux à Bruxelles, cet acteur géopolitique que Mme von der Leyen et M. Borrell voulaient promouvoir, pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi jusqu'à maintenant? Et mon sentiment, c'est que le problème de l'Europe, c'est qu'elle ne sait pas traduire ses souhaits et ses vœux en action. Ce qui lui manque, c'est le passage à l'action. C'est comment passer de toutes ces communications, de ces visions stratégiques qui sont souvent bien faites, de ces analyses de grande qualité, comment passer à l'action. D'autant qu'elle maîtrise la diplomatie du portefeuille, qu'elle est effectivement très présente économiquement. Elle a des moyens. L'Europe est un acteur économique important et en réalité, elle ne sait pas vraiment jouer de ces leviers-là et peu à peu, elle a perdu voix au chapitre. Moi, c'est ça qui me frappe. Merci Pierre Vimont de cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous continuons sur l'action de l'Union européenne face à l'embrasement du Proche-Orient avec un débat au Parlement européen. C'est l'heure du débat avec mon confrère de LCP. Bienvenue au Parlement européen pour ce débat de la semaine. Nous allons évoquer un triste anniversaire, celui du 7 octobre, marqué par l'attaque terroriste menée contre Israël par le Hamas. Depuis ces massacres d'une ampleur inédite, la réplique de l'État hébreu à Gaza, puis plus récemment au Liban, alarme la communauté internationale qui apparaît impuissante. L'entrée dans le jeu de l'Iran qui a tiré des missiles sur Israël fait craindre un embrasement régional. Dans ce conflit, l'Europe a particulièrement du mal à faire entendre sa voix, elle qui appelle en vain à un cessez-le-feu depuis des mois. Pourtant, sur le papier, l'Union européenne a des cartes à jouer. Elle est ainsi le premier partenaire commercial de la région, lié par un accord d'association avec Israël depuis plus de 20 ans. Oui, mais surtout, Bruxelles va verser entre 2021 et 2024 1,2 milliard d'euros aux Palestiniens, des sommes qui permettront à l'autorité palestinienne de payer ses fonctionnaires et de financer des secteurs clés. Mais les Européens sont très partagés sur le fond des dossiers et les leviers d'influence à actionner. 12 pays parmi les 27 reconnaissent par exemple la Palestine. Nous en parlons tout de suite avec 3 eurodéputés. Rima Hassan, bonjour. Bonjour. Élue de la France Insoumise, vous siégez dans le groupe de la gauche ici au Parlement européen et êtes connue pour vos positions pro-palestiniennes. Avec nous aussi Željana Zovko, eurodéputée du Parti populaire européen. Bonjour. À la droite de l'hémicycle, vous êtes croate, un pays qui ne reconnaît pas la Palestine. Tout comme l'Italie d'ailleurs et la France, vos pays de naissance et d'adoption. Sandro Gozzi, vous êtes élu dans l'Hexagone sur les listes du Modem et c'est ici Renew Europe. Un an après, j'ai envie de vous demander d'ailleurs, c'est l'enlisement et l'extension du conflit. Les réunions se sont multipliées à l'ONU chez les 27 et notamment avec un Iran qui désormais est entré dans le jeu. Est-ce que l'Europe n'est pas plus dépassée que jamais? Oui, elle est dépassée plus que jamais parce que quand on parle de politique étrangère, il faut avoir une unité politique que l'Europe n'a pas. L'Europe pourrait faire beaucoup de choses. Elle est liée, comme vous avez dit, aux accords d'association avec Israël et avec le Liban. Quand il s'agit de commerce, on peut faire. Quand il s'agit d'aide humanitaire, je crois que l'Union européenne, c'est le principal.
en tout cas un des principaux acteurs d'aide humanitaire à la Palestine. Mais sur la question fondamentalement politique, les Européens sont divisés. Et il y a même une division à la tête de l'Union européenne entre l'approche de Josep Borrell et l'approche, par exemple, de Ursula von der Leyen, sur la question même récente du 7 octobre et de ce qui s'est passé après le 7 octobre. Donc il est clair que dans ces conditions, l'Union européenne, elle ne peut pas jouer les rôles qui devraient être les siens. Le représentant Josep Borrell, qui est réputé donc plus proche des Palestiniens, et vous parlez de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui, elle, effectivement, s'est rendue très vite en Israël. Disons qu'au moins, on a vu des nuances entre les deux approches des deux et des divisions flagrantes, même à l'intérieur de l'ONU, entre les pays européens qui ont des positions très différentes sur la question Israël-Palestine et aussi sur comment appréhender les conflits qui embrasent la région. Alors Rima Hassan, ce constat d'impuissance de l'Union européenne, vous le partagez. Vous avez été élu eurodéputé au mois de juin sur une campagne où vous avez beaucoup parlé de ce conflit. Maintenant que vous êtes député, que peut faire l'Union européenne ? Ce qui est important, je pense, de resituer, c'est que, déjà dire que l'Union européenne est amnésique, elle a du mal quand même à resituer ses responsabilités historiques sur ce sujet. Et je pense qu'il y a une urgence à resituer la responsabilité européenne sur ce sujet, précisément pour qu'il y ait une prise de conscience à la fois dans les sociétés civiles, mais également auprès de nos politiques, pour accélérer ces prises de décision qui peuvent changer la donne. J'ai 2 mots à dire là-dessus. Quand vous parlez du conflit israélo-palestinien et que vous ne resituez pas les accords Saïs-Picot, qui ont découpé toute la région et que ces accords ont été conclus entre les Français et les Britanniques, après la chute de l'Empire ottoman. Ensuite, quand vous parlez du conflit israélo-palestinien et que vous ne situez pas la question de la Shoah, qui est quand même aussi une mémoire européenne et qui a donné lieu de façon assez légitime à la création d'un foyer national juif. Et ensuite, si vous parlez du conflit israélo-palestinien et que vous ne resituez pas la dimension coloniale, puisque l'État d'Israël a été créé sans consultation des Palestiniens. Si vous voulez, on passe à côté justement du sujet clé. Non, mais c'est pas la question historique, c'est la question de la responsabilité. Si vous voulez, on ne peut pas juste regarder ce sujet comme étant des acteurs qui sont extérieurs. Alors, il faut les Européens sont responsabilité. responsables un peu de cette situation et s'en lavent aujourd'hui les mains. Est-ce que c'est vrai, Madame Zovko? Parce que d'un certain point de vue, on a parlé de cette cacophonie un peu à la tête de l'Union européenne, avec plusieurs acteurs, effectivement, de la diplomatie, et peut-être aussi de cacophonie entre les 27, alors qu'ils ont une responsabilité de colonisateur. Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. On annonce 7 octobre, mais on ne parle pas des otages, qui sont encore otages. Ce sont les civils qui sont pris en otage et dont on ne parle pas dans les médias européens. Il y a les familles des otages, il y a la souffrance qui est derrière, il y a le massacre des civils qui ne sont pas coupables pour tout ce que quelqu'un peut les culpabiliser. Et je trouve que jusqu'au moment où la vérité ne se parle pas dans les médias et entre les politiciens, on ne peut pas discuter sur le sujet. On ne peut pas reconnaître quoi. J'étais à Cisjordanie. Il n'y avait pas le gouvernement fonctionnel de la part. On ne pouvait pas organiser les élections en Palestine. Il faut avoir les conditions. Et à cause de quoi? À cause de Hamas. De la colonisation. Non, c'est la colonisation et l'occupation qui empêche les Palestiniens d'embrasser les civils en Gaza. Il est financé par l'Iran. Hezbollah aussi, je trouve que tous les Palestiniens sont pris en otage par un groupe terroriste. Sur les questions diplomatiques, on a parlé du passé, mais chaque pays aujourd'hui est encore jaloux de sa diplomatie, parmi les 27, soyons clairs. Et on a parlé de l'ancien chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, mais il va être remplacé à partir du 1er décembre par une certaine Kaja Kallas. Est-ce qu'elle, qui a... alors d'après les opinions bien informées, une position plus médiane, pourrait être une médiatrice? Je l'espère. Le rôle des représentants, c'est une mission impossible, souvent en Europe, à cause des divisions qu'il y a entre les Européens. Kaja Kallas est très bien équipé pour mieux travailler sur 2 échiquiers qui sont existentiels, je dirais, pour l'Union européenne, celui de l'Ukraine et celui du Moyen-Orient. Évidemment, du Moyen-Orient, en commençant par 2 thèmes qui sur lesquels peut-être la collègue ne sera pas d'accord. Il faut commencer par affirmer clairement les droits à l'existence d'Israël,
sur lesquels je crois que vous avez... Commencez par affirmer les droits du peuple palestinien, parce que si vous voulez une égalité de traitement, c'est ça qui nous a menés ici. Oui, mais je vous ai écouté. Vous m'interpellez. L'État d'Israël existe. Aujourd'hui, il y a un État qui n'existe pas, c'est l'État palestinien. Non, mais l'État d'Israël existe. Il y a un État qui n'existe pas, c'est l'État palestinien. Vous avez défini Israël une monstruosité juridique. Non. Si, vous avez refusé de définir l'attaque du Hamas du 7 octobre comme un acte terroriste. Vous l'avez défini un crime de guerre. Donc, vous voyez, en droit international, c'est un crime de guerre. On part déjà de la CIJ ne parle pas de terrorisme. Complètement différent, parce que le Hamas est un mouvement terroriste. Et la Cour internationale de justice ne parle pas de terrorisme. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un acte terroriste que vous devrez finalement profiter de cette émission pour, une fois pour toutes, condamner exclusivement, chose que vous n'avez jamais fait. Mais sans doute, Kaja Kallas ne va pas démarrer par vos faux fondamentaux, va commencer par des fondamentaux qui sont, d'un côté, les droits à l'existence d'Israël, de l'autre côté, évidemment, arrêter un cessez-le-feu et commencer à faire un travail de reconstruction, parce qu'on ne peut pas assister à cette, disons, sanction collective de toute la population civile à Gaza, comme on a vécu dans ces mois. Je crois qu'elle est déterminée pour construire une solution autour de cela. Et après, on doit parler aussi, au-delà de nos positions partisanes, prendre acte de la réalité aujourd'hui. Ça, vous êtes d'accord avec, j'imagine, cette idée d'un cessez-le-feu rapide? Non, mais alors, moi, le cessez-le-feu, si vous voulez, on en parle depuis octobre. Le problème, c'est que les politiques n'ont pas joué leur rôle, pas seulement depuis le 7 octobre, pas seulement depuis le 7 octobre, pas seulement depuis le 7 octobre, je vous parle depuis le 7 octobre, et bien avant le 7 octobre, n'ont pas joué leur politique, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné les Palestiniens, les Israéliens, post-accord Oslo, qui n'ont rien donné, puisque Israël a poursuivi sa politique coloniale et sa politique d'occupation, et que l'impunité a perduré. Est-ce qu'on peut revenir à une solution à deux États? La solution à deux États, aujourd'hui, c'est pas à moi qu'il faut la poser sur la question de la faisabilité. Vous avez tous les experts internationaux qui vous disent comment voulez-vous que 700 000 colons que vous, politiciens, vous avez laissé s'installer avec l'impunité d'Israël, puisque vous avez laissé Israël poursuivre sa politique coloniale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis les accords d'Oslo? Il y a aujourd'hui 800 000 colons. Alors moi, j'aimerais que vous expliquiez aux Palestiniens et aux citoyens européens qui vous regardent comment vous allez faire avec Israël pour convaincre cet État partenaire de expulser 800 000 colons. Sur les leviers dont dispose l'Union européenne, certains, pour mettre la pression sur Israël, recommandent de dénoncer l'accord d'association qui lie l'Union européenne à l'État hébreu. Est-ce qu'on peut garder ces accords dans un pays dirigé par Benyamin Netanyahou qui ne semble pas vouloir s'arrêter sur le chemin de la guerre? Mais pourquoi arrêter les accords de stabilisation? Israël était attaqué par Iran. Nous sommes tous contre cette attaque. Nous voyons l'Iran comme une menace, une grande menace. Il faut finir avec les menaces. Ce Parlement avait des milliers de résolutions contre le régime d'Iran et ce qu'il fait dans le Moyen-Orient. Et qui, au moment où il y avait des accords d'Abraham, qui pouvaient faire une solution de 12 États, d'Israël et d'État de Palestine, l'Iran a continué à payer Hamas et qui a continué à influencer par rapport à Hezbollah. Ils ont attaqué Israël. Qu'est-ce qu'on va faire? Justement, on a commencé à évoquer ces moyens de pression. Est-ce que, par exemple, d'abord, l'accord d'association, le dénoncer, c'est un accord, effectivement, sur des échanges universitaires, recherche, etc. Est-ce que ça servira à quelque chose? La reconnaissance, comme l'a fait, par exemple, l'Espagne, on l'a dit récemment, trois pays européens, la reconnaissance de la Palestine, effectivement, peut-être groupée à l'échelle de l'Union européenne et chacun des 27, est-ce que ça servirait, par exemple, de pression suffisante? Est-ce que ça serait à actionner, selon vous? Moi, je pense que ce n'est pas le moment de procéder pour les États qui n'ont pas décidé de le faire pour toute une série de raisons à la reconnaissance de la Palestine. C'est quand le moment, la disparition du peuple palestinien? S'il vous plaît, mais apprenez un peu à respecter les débats. À respecter un peu les débats, c'est insupportable. C'est pas un débat, vous êtes en train d'entretenir un discours d'extermination du peuple palestinien. Il est hors de question de vous laisser faire. Il y a un génocide qui est en cours, il n'y a pas une personne d'entre vous qui en parle, et vous êtes devant les gens en train de nous dire qu'il n'est pas temps de reconnaître les droits du peuple palestinien. Des terroristes du Hamas. Mais non, mais c'est pas vous, à la question de la reconnaissance du Hamas. Les points, c'est que, qui nous plaise ou non. Et moi, je crois,
Où je suis d'accord sur le fait que surtout, et pas seulement, surtout depuis le gouvernement Netanyahou, avec les partis d'extrémistes religieux, l'intensification des colonies a rendu extrêmement difficile la solution à 2 États. Okay? Ça, c'est absolument vrai et je suis absolument d'accord là-dessus. Le fait qu'aujourd'hui, qu'il nous plaise ou non, et moi je suis extrêmement éloigné de Netanyahou, hein, du point de vue, en tant que Premier ministre, en tant que position politique, il est SR, il est l'allié de l'extrême droite, je suis loin des kilomètres de Netanyahou. Netanyahou a décapité les Hezbollah et a brisé les Hamas. Qu'il nous plaise ou non, et a un coût civil inacceptable. Inacceptable. Et à Gaza et au Liban. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut continuer à déstabiliser la région ou il veut commencer à se mettre à la table pour construire véritablement une solution de paix à 2 États. On a vu que l'Iran est extrêmement faible. On a vu que Israël, avec des moyens qui ne sont pas les miennes, avec une logique qui n'est pas la mienne, s'est mis là en position de force. Est-ce que maintenant, on peut s'asseoir autour de la table comme à l'époque de Sharon? Et vous avez raison sur les colonies. Sharon était un faucon. En 2005, il a retiré plusieurs colonies de Gaza. En 2005 et 2006, Israël est sorti de Gaza. Est-ce que maintenant, on est en condition, au-delà des accusations réciproques, et moi, je peux comprendre certains points, est-ce qu'on est en condition de construire une solution de paix? Et là, l'Union européenne pourrait jouer un rôle. Pour qu'on avance sur ce sujet, en quelle année Israël a envahi le Liban? En 78. En quelle année le Hezbollah est créé? En 82. Oui. En quelle année le Hamas est créé? En 87. En quelle année l'injustice du peuple palestinien commence? En 1948. D'accord. Donc il y a aujourd'hui une réalité, ce que ne dit pas justement mon collègue, c'est que vous avez des déclarations qui ont été publiées par des médias israéliens de Benjamin Netanyahou et de ses amis, notamment Smotrich. Smotrich, à la télé israélienne, il dit le Hamas est un allié, l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique est un fardeau. Donc quand vous dites que... Attendez, laissez-moi terminer. Quand vous dites que Netanyahou a gagné, il a gagné sur quoi également, exactement? Parce que Netanyahou fait partie de ceux qui ont nourri le Hamas, qui ont entretenu justement le développement du Hamas pour diviser l'autorité palestinienne. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut resituer. Sur la paix, quel levier l'Union européenne? Avant de parler de paix, il faut parler de justice. Moi, j'appartiens à une génération qui ne supporte pas cette langue de bois. On a besoin de justice. Mais je ne parle pas de vous. On a besoin de justice. Quand vous parlez de l'accord d'association UE-Israël, je ne sais pas qui vous prépare vos fiches, mais vous connaissez mal vos dossiers. Figurez-vous que l'accord UE-Israël a été suspendu. Il y a eu un vote pour sa suspension en 2002 au Parlement européen. Il y a eu une majorité pour la suspension de cet accord pour des faits moins graves. On va faire un dernier tour de table, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous attendez de ce Parlement et de l'Union européenne? Vraiment, une phrase chacun. La fin d'une hypocrisie et des sanctions très concrètes à l'endroit de l'État d'Israël. On a initié une résolution sur la situation de Liban pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi ils sont pris en otage de cette situation de Hezbollah et de toute la situation que l'Union européenne n'a pas résolue. Même dans ces conditions tragiques, il y a les conditions pour construire un accord régional qui part par l'élimination du Hamas, qui est un mouvement terroriste, et l'affirmation du droit à l'existence d'Israël, chose que je n'ai pas jamais entendu de la bouche de la collègue, ni avant, ni aujourd'hui, ni demain. C'est pas le sujet. Donc, ce que vous dites tous les observateurs, c'est qu'il y a un État qui est reconnu et un État qui ne l'est pas. Et donc c'est l'État palestinien qui n'est pas reconnu. D'arrêter la propagande et de revenir à mettre les bases pour une véritable action diplomatique. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. Vous vérifiez que les Européens sont très partagés sur la question. Et nous vous donnons rendez-vous sur nos 2 antennes pour plus d'informations. Restez en notre compagnie.